Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Mac Studio d'Apple. On va voir ensemble ce qu'il vaut et surtout s'il y a un intérêt ou pas de partir sur un M1 Ultra plutôt qu'un M1 Max pour la config, nous qui a priori sommes pas des studios de production hollywoodiens. Parce que c'est ça l'intérêt de ce Mac Studio, être la machine idéale pour les studios de montage vidéo, de modélisation 3D, pour les photographes les plus exigeants et de manière générale pour tous les domaines où l'on a besoin d'énormément de puissance, sans pour autant vouloir une machine énorme et bruyante. Sur le papier, ce Mac Studio coche toutes les cases, puisqu'il est minuscule par rapport à toute la puissance qu'il embarque. C'est à peu près l'équivalent de 2 Mac mini l'un sur l'autre, on a un unique bloc d'aluminium et il sera bien plus compact, plus simple à déplacer et à disposer sur un bureau que le Mac Pro, qui était jusqu'à maintenant la machine Apple la plus puissante. Mais là pour autant on retrouve dessus tous les ports nécessaires, donc niveau design c'est remarquable. À l'avant, Apple nous a mis des ports, donc ça c'est bien pratique. Sur la version M1 Max, ce seront 2 USB Type-C en 10 Gb, alors que ce sera du Thunderbolt 4 sur le M1 Ultra. Voilà, c'est la seule petite différence, sinon le port de carte SD juste à côté, c'est exactement le même sur les deux versions, mais par contre, c'est du UHS 2, donc pas ce qui existe de plus rapide. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de professionnels ne travaillent même plus avec des cartes SD mais avec des cartes CF. Donc ouais, je trouve quand même que ça manque sur une telle machine qui a quand même pour but d'être pertinente pendant des années et des années. Surtout que là on est sur un ordinateur fixe où a priori on a de la place pour le proposer plus que sur un ordinateur portable. Sinon au dos plein de connectiques également et c'est parfait, hein. Sauf pour le HDMI qui est toujours en HDMI 2.0. Pas en 2.1 et ce qui nous limite donc à de la 4K 60 Hz en sortie. Exactement comme sur les MacBook Pro, Apple n'utilise pas du HDMI 2.1, je sais absolument pas pourquoi ils ne veulent pas s'y mettre, puisque voilà, si vous aviez l'intention de brancher ce Mac Studio à un écran 144 Hz ou même plus, bah vous ne pourrez absolument pas profiter de haute fréquence d'image, puisque là on sera limité à 60, c'est un peu dommage. Et autre reproche que j'ai à faire à ce design-là, c'est qu'Apple n'a absolument pas prévu qu'on puisse ouvrir le Mac Studio. Donc voilà, vous imaginez bien qu'au fil du temps, la poussière va s'accumuler un petit peu, et là, bah, pas du tout moyen de le nettoyer en l'ouvrant. Comme l'entrée d'air se fait par-dessous et ressort derrière, ce Mac Studio, vous aurez donc tout intérêt à le mettre sur un bureau, pas par terre où il prendra toute la poussière. Bon, du coup, vous sentez la mauvaise nouvelle arriver, si Apple n'a absolument pas prévu qu'on ouvre ce Mac Studio, c'est parce qu'à l'intérieur, il est impossible d'upgrade quoi que ce soit. Même pas le stockage en mettant un autre SSD, ni même la mémoire vive en rajoutant des barrettes à la place de celles qui sont fournies de base. Et quand on voit à quel prix Apple facture la mémoire vive, c'est quand même bien embêtant, surtout que techniquement, vu le design de ce Mac Studio, par exemple avec le fond qui se dévisse, comme on pouvait le faire sur les anciens Mac mini, bah, ça aurait pu être très pratique de pouvoir le faire. Techniquement, rien ne l'empêche, c'est juste qu'Apple n'a clairement pas envie qu'on puisse le faire. Donc lors de leur présentation, quand ils ont parlé de modularité, on doit clairement pas avoir la même définition. Là, pour le coup, on est bien loin de l'esprit du Mac Pro sur lequel on accède très facilement aux composants et où on peut tout faire évoluer, la partie graphique, la RAM, le stockage. Donc là, vraiment, super dommage qu'un aussi bon produit ne puisse jamais être amélioré d'ici quelques temps lorsque de meilleurs composants sortiront. Et pour une boîte comme Apple, qui met depuis déjà quelques années vachement en avant son côté écologique, vous voyez bien que c'est uniquement quand ça les arrange. Pas mal de petits regrets côté design donc, mais tout ça ne doit pas faire oublier qu'à l'utilisation, ce Mac Studio c'est un vrai bonheur. Il chauffe peu, consomme peu, ne fait absolument aucun bruit, je n'ai jamais entendu les ventilateurs. Apple fait vraiment des prouesses avec ses nouvelles puces M1. Au moment de la config, je vous en parlais rapidement au début de vidéo, on aura le choix entre le M1 Max et le nouvel M1 Ultra, qui est littéralement 2 puces M1 Max assemblées de façon à ce qu'elles ne soient reconnues comme une seule et unique puce par le système. Le nombre de cœurs est doublé, la mémoire vive est doublée, la bande passante est doublée, on peut donc, sur le papier, s'attendre à des résultats doublés, 2 fois meilleurs, non ? Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans des benchmarks en CPU ou en GPU, oui, on a bien le double en résultat, le M1 Ultra est 2 fois meilleur que le M1 Max, mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, on n'obtient pas du tout 2 fois plus de performance, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des logiciels ne profitent pas de tous les cœurs CPU disponibles sur le M1 Ultra. Ici, dans Final Cut par exemple, qui est pourtant une application Apple, tous ne travaillent pas simultanément.
L'application qui me permet de monitorer tout ça, à chaque fois que vous la voyez apparaître dans mes vidéos, vous me demandez laquelle c'est, donc voilà la réponse, c'est iStat Menu. Avec, je peux contrôler l'activité du processeur, sa température, l'activité des disques, la mémoire vive et quelles applications on utilise le plus, le réseau, bref, tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Ça fait partie des applications que j'installe toujours dès que je configure un nouveau Mac, et pour ça je passe par Setapp, le sponsor de cette vidéo et à travers lequel j'accède notamment à tout un tas d'applications pour la productivité. À partir de 10 $ par mois, Setapp offre accès à plus de 200 applications constamment renouvelées pour entre autres la créativité, les finances, la productivité, l'enseignement, et qu'on peut ensuite installer en un clic. Dans mes favoris, j'ai toutes les applications que j'installe en priorité lorsque je configure un Mac, toutes excellentes pour améliorer macOS et ma façon de travailler avec. L'une de mes belles découvertes, c'est par exemple CleanShot X pour aller plus loin que le système natif de capture d'écran de macOS. Je vais par exemple pouvoir faire une capture de ma page tout entière en la faisant défiler, ce qui est super pratique. Une fois que j'ai fait ma capture, je peux aussi la garder dans un petit coin de l'écran en permanence, la noter facilement avec des flèches, du texte, même masquer certaines zones, automatiser un partage dans le cloud et même créer des images animées au format GIF, ou encore carrément enregistrer l'écran et la webcam en même temps que le son, cacher automatiquement les icônes du bureau pendant la capture, bref, c'est hyper complet et trop pratique. Si vous voulez voir les autres applications que j'adore et que j'utilise tout le temps sur macOS, je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout ça. Et d'ailleurs, si plusieurs de ces applications vous intéressent, il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus avantageux financièrement pour vous de passer par Setapp plutôt que de les acheter chacune individuellement. Je vous laisse donc aller découvrir tout ça avec le lien en description de vidéo qui vous donne 7 jours d'essai gratuit à Setapp pour découvrir tout leur catalogue. Maintenant, voyons ce que ce Mac Studio a dans le ventre, et surtout, quelle est la meilleure config à prendre? Est-ce que le M1 Ultra surpuissant est réellement utile pour nous, même pour une utilisation professionnelle, ou alors est-ce qu'un M1 Max ne serait finalement pas suffisant? Comme à chaque fois, j'ai fait des tests avec ce que moi je connais et ce que j'utilise, c'est-à-dire des outils pour la vidéo. Je travaille avec Final Cut Pro pour mon montage, DaVinci Resolve également en parallèle, deux logiciels qui sont totalement ou partiellement optimisés pour la nouvelle architecture des puces M1, donc c'est vraiment l'idéal. Mais pour tout le reste, par exemple, les logiciels de 3D, des plugins pour l'audio ou des outils d'architecte, il y a encore très peu de choses qui sont réellement optimisées pour les puces M1, donc c'est pour ça que j'en parle pas du tout. Regardez par exemple ici sur Blender, donc pour la 3D, le M1 Ultra se fait exploser par une 3090 de Nvidia, et ce sera aussi le cas pour beaucoup de logiciels créatifs qui utilisent les technologies Nvidia, pas Metal d'Apple. Et n'enterrons pas non plus tout de suite le Mac Pro de 2019, puisque sur la partie GPU, c'est bien lui qui reste le plus performant aujourd'hui dans la gamme Apple, puisque la carte graphique Vega 2 Duo qu'il peut embarquer, qui est une vieille carte pourtant, reste bien plus performante qu'un M1 Ultra, contrairement à ce que laissait sous-entendre Apple, et je rappelle qu'on pouvait mettre plusieurs cartes Vega 2 Duo dans le Mac Pro. Donc gardez ça en tête, c'est pour cette raison que je pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter aujourd'hui ce Mac Studio avec une grosse config, tant que rien n'a vraiment été mis à jour. Donc c'est pour ça que suivant dans les domaines dans lesquels vous êtes, c'est peut-être plus sage d'attendre encore un peu. Je vous disais juste avant que la différence entre M1 Ultra et M1 Max est pas systématiquement flagrante. C'est par exemple le cas pour un export d'un projet vidéo plutôt costaud. Certes, il est plus rapide que le M1 Max, mais pas 2 fois plus comme on aurait pu l'espérer. Pour autant, quand on fait du montage vidéo, c'est pas la rapidité d'export qui a le plus d'importance, à moins qu'on en fasse 30 dans la journée, on s'en fiche en fait, surtout là dans le cadre de ce M1 Max et ce M1 Ultra où la différence est minime. Non, faut aller chercher plus loin que ça pour voir s'il y a vraiment des différences significatives qui auront une importance pour du montage vidéo. Et le plus important, après ce temps d'export, ça va être la facilité avec laquelle on peut travailler nos images. Est-ce que lorsque je glisse mes plans dans ma timeline, la lecture est fluide, même après avoir rajouté des calques d'effets, des plugins, des corrections colorimétriques? Ce que je peux vous dire, c'est que récemment, j'ai pas mal filmé avec le GH6 et ces fichiers en 6K, 50 images par seconde, compressés et aucun problème. Je vous avais expliqué dans mon récent test des MacBook Pro avec le M1 Max que pour mon utilisation, je n'en arrivais pas à atteindre ces limites.
C'est donc évidemment le cas avec ce M1 Ultra qui ne m'apporte rien de plus que ce que m'offrait déjà le M1 Max. Je me suis même amusé à aller plus loin que ça, hein. Sur le M1 Max et le M1 Ultra, j'ai créé un projet vidéo avec du multicam en 8K avec, je crois, plus d'une dizaine de pistes 8K. J'arrivais à lire tout ça en simultané sans aucune perte d'image, c'est absolument exceptionnel. Et ça nous rappelle à quel point le M1 Max est déjà incroyable. Et que finalement, très peu de professionnels auront vraiment un intérêt à passer sur le M1 Ultra, puisque déjà, le M1 Max, on n'arrive pas à le mettre à genoux. Alors tout de même, et heureusement, hein, je note des différences par exemple dans le cas où j'ai besoin de faire de la réduction de bruit sur des plans filmés de nuit très haut dans les ISO, ce qui m'arrive quelquefois. Là, effectivement, le M1 Ultra arrivera bien plus facilement à lire le fichier avec l'effet activé. Le temps de calcul est aussi divisé par 2, donc dans certains cas, vous le voyez, c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, des exemples sur lesquels je note des petites différences comme ça, j'en ai d'autres, mais c'est systématiquement sur des tâches que je fais que très ponctuellement. Et c'est pour ça que j'accorde assez peu d'importance finalement aux différences que je peux trouver entre le M1 Max et le M1 Ultra, puisque pour l'immense majorité de tout ce que je peux faire au quotidien, le M1 Max me suffit, je ne vois aucun apport du M1 Ultra. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est tout simplement parce que le M1 Max est déjà incroyable. En plus de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, des gros logiciels comme Blender sont d'abord pensés pour une utilisation avec des cartes Nvidia, et là, entre un M1 Ultra et un M1 Max, il n'y a absolument aucune différence. Le seul petit détail quand même qui peut être intéressant à prendre en compte, le M1 Max ne peut accueillir que 64 Go de RAM, là où le M1 Ultra pourra monter à 128 Go. Donc quand même, hein, à vous de voir en fonction des programmes que vous utilisez. Moi par exemple, les 96 Go de RAM que j'ai dans mon Mac Pro, dans certains cas ça m'a été bien pratique, j'étais bien content de les avoir. Donc j'entends tout à fait que certains puissent avoir envie ou besoin de plus que 64 Go de RAM. À ce moment-là, les 128 uniquement possibles sur le M1 Ultra ont du sens. Et surtout que je le rappelle, on ne peut absolument pas faire évoluer la mémoire vive, donc peut-être que d'ici quelques années, ce sera une différence qui aura vraiment une importance sur certains logiciels qui, on le sait, peuvent demander beaucoup de mémoire vive. Donc là-dessus, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous utilisez, je vous le répète, ça peut déterminer le choix M1 Max ou M1 Ultra. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous en dire pour les vidéastes, et maintenant je vais vous parler un petit peu des usages en photo. J'ai fait quelques tests avec Lightroom et pour importer 150 photos RAW de 42 millions de pixels, aucune différence significative entre le M1 Max et le M1 Ultra. Même chose pour la synchronisation de réglages sur un groupe de 125 photos, le M1 Ultra n'offre aucun gain de temps par rapport au M1 Max. En revanche, sur l'assemblage de 22 photos RAW pour créer un panorama, là, oui, j'ai pu observer une différence qui commence à avoir de l'importance, et même chose à l'export de mes 150 photos, où là, pour le coup, le M1 Ultra est nettement plus rapide que le M1 Max. Voilà, si vous êtes photographe, j'espère que ça vous aide un petit peu à y voir plus clair, mais en tout cas, moi, mon avis, c'est que comme pour les vidéastes, à moins d'avoir un besoin très précis que vous allez répéter énormément de fois au fil de la journée, et que les quelques minutes ou secondes d'amélioration d'un M1 Ultra par rapport à un M1 Max, à force de s'accumuler, vont vous faire un gain de temps important, je pense que ça sert à rien d'acheter un M1 Ultra par rapport au M1 Max. Donc au final, je pense que vous avez compris s'il est intéressant ou non d'acheter ce Mac Studio, et si oui, avec quelle config. Pour les vidéastes et photographes, oui, en cherchant j'ai pu vous mettre en évidence des différences entre le M1 Max et le M1 Ultra, mais je pense que pour l'immense majorité des pros qui regarderont cette vidéo, le M1 Max suffit. Il est incroyable, et à ce prix-là, avoir autant de puissance, pour moi, le M1 Max, c'est un super bon choix. Et pour le très peu de cas dans lequel vous en arriverez à bout et que peut-être vous auriez besoin du gain de puissance en plus du M1 Ultra, moi je préfère économiser beaucoup d'argent en ne prenant pas le M1 Ultra, en ayant le M1 Max et en patientant parfois une minute en plus, c'est pas très grave. C'est ce que je pense être le meilleur choix, soit vous mettez le M1 Max dans un MacBook Pro si vous avez besoin de mobilité, ou alors ce même M1 Max dans le Mac Studio si vous préférez un ordinateur fixe avec tous les ports qui sont dessus et qui sont bien pratiques. Le M1 Ultra, si après tout ce que je vous ai expliqué, vous aviez quand même l'intention de le prendre, je vous décourage vraiment de le faire, en tout cas dans ce Mac Studio,
puisqu'une chose très importante à prendre en compte, c'est qu'Apple a confirmé sortir très prochainement un nouveau Mac Pro. Et ce M1 Ultra, on le retrouvera probablement dedans. Et le Mac Pro, lui, on pourra le faire évoluer. Là, je vous rappelle que celui-ci, la configuration que vous choisissez, elle sera totalement figée. Alors qu'un M1 Ultra dans un Mac Pro sur lequel vous pourrez faire évoluer le stockage, la RAM au fur et à mesure de vos besoins, ce sera à mon avis un achat beaucoup plus intelligent que mettre un M1 Ultra dans ce Mac Studio. En tout cas, je vous laisse me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Je sais qu'on a beaucoup parlé d'Apple récemment parce qu'ils ont sorti plein de choses intéressantes, mais pour les prochaines vidéos, on va changer un petit peu de sujet. Allez, à bientôt. Salut!